Sergio Leone, mesdames et messieurs, un nom que vous connaissez et que vous associez très probablement au genre du western, et plus précisément du western italien ou western spaghetti. Mais il a aussi exploré d'autres genres, vous allez le voir, le mec a eu une carrière assez dingue en fait, avec beaucoup d'embrouilles avec des producteurs, ça va être assez marrant. Mais avant d'être un gros barbu avec un gros cigare, Sergio Leone c'est un petit garçon qui a déjà un pied dans le milieu du cinéma, parce que son père, Vincenzo Leone, plus connu sous le nom de Roberto Roberti, était acteur et surtout réalisateur pour Aquila Film. C'est avec eux qu'il a fait par exemple La Vampire italienne en 1913, qui est le tout premier western italien de l'histoire, et j'aimerais bien vous montrer des extraits, mais le film n'existe tout simplement plus. Mais sur cette photo de tournage, on peut voir l'actrice principale, Bissé Valeran, qui peu de temps après le tournage deviendra sa femme. D'ailleurs, Bissé Valeran, c'est aussi un nom d'artiste, puisqu'en vrai, elle s'appelle Edwige Valcareggi. Et donc, Edwige et Vincenzo vont donner naissance à Sergio Leone en 1929. Une période pas ouf pour l'Italie, puisque le régime fasciste de l'époque va commencer à fourrer son nez dans les productions cinématographiques, et Mussolini en personne a même proposé à Vincenzo de faire un film, et il a poliment décliné l'offre. D'ailleurs dans la foulée il a pris sa carte au Parti communiste et n'a plus fait de film pendant 10 ans. Pas ouf l'ambiance à la maison. Du coup, le petit Sergio, il a grandi dans une famille qui a été riche et qui se retrouve à survivre sur leurs économies en vendant leurs propriétés et leurs différentes pièces de collection. Et pendant ces années, il va beaucoup s'intéresser au cinéma. Vraiment, ça coule dans ses veines tellement il est passionné. Et quand on dit cinéma, c'est surtout du cinéma américain. Sauf qu'à partir de 1939 et le début de la guerre, le régime fasciste va censurer les films américains, à l'exception de certains films qui étaient jugés en opposition avec les idées communistes, dont des westerns, et même les temps modernes. Les temps modernes, opposition au régime communiste, je suis pas sûr qu'on ait vu le même film. Bon, on avance en 1944 où Vincenzo va retrouver du travail en étant forcé de réaliser le film Le Fou de Marie Caro, et à cette occasion, il va proposer à Sergio de l'assister à la réalisation. C'est sa première expérience sur un tournage, et en 1947, il va aussi être assistant réal sur Le Voleur de bicyclette où il fait une apparition. Voilà, c'est lui juste ici, et à partir de là, il va se faire un petit nom dans le milieu. En fait, avant d'être un grand réalisateur, Sergio Leone c'était surtout un grand assistant réalisateur, le plus réputé en Italie. Il a travaillé sur 58 films en 14 ans. Je sais pas si on se rend compte. 58 films, dont beaucoup de productions américaines qui venaient profiter des décors et des studios italiens. Et tout ça alors qu'ils parlent même pas anglais. 1951, Quo Vadis de Mervyn Leroy. 1955, Mr. Arkadine de Orson Welles. 1956, Hélène de Troie de Robert Wise. Tout le monde le réclamait et ensuite tout le monde le recommandait. Et l'un des derniers films qui a particulièrement attiré mon attention, c'est Ben-Hur en 1959. Alors peut-être que vous n'avez pas revu Ben-Hur depuis un moment, mais normalement il y a un passage dont vous vous souvenez forcément. La course de chars. En fait, William Wyler, qui réalisait le film, ne voulait pas réaliser ce passage. Du coup, il a demandé à Sergio de le faire à sa place. Ils ont mis une caméra sur une luge pour filmer au ras du sol. C'était super dangereux. C'est-à-dire que la scène pour laquelle tout le monde se souvient du film, c'est grâce à Sergio Leone. C'est un génie, je vous dis. Alors il est maintenant temps pour lui de passer définitivement à la réalisation. Et Sergio rêve de faire des westerns, des grands westerns à la John Ford, sauf qu'à cette époque, en Italie, le genre qu'on produit le plus, c'est des péplums, style Ben-Hur et Spartacus, des films épiques en costume sur la Rome antique. Sergio Leone va donc essayer de négocier avec des producteurs pour obtenir ce qu'il veut, et en 1961 sortira donc son premier film où il sera crédité en tant que réalisateur, Le Colosse de Rhodes, un péplum donc. Je sais, vous êtes un peu déçus, mais Sergio venait d'avoir un enfant, donc il fallait faire rentrer de l'argent dans les caisses, et surtout acquérir la confiance des producteurs. Un succès populaire pourrait lui offrir des portes, et faire un péplum semblait être la seule option possible. Le Colosse de Rhodes, c'est probablement son moins bon film. En tout cas, c'est le moins mémorable. L'histoire de l'occupation par les Grecs de l'île de Rhodes qui veulent protéger le port avec une énorme statue d'Apollon, tout en faisant alliance avec les Phéniciens. Mais Darios, le héros de l'histoire, sent qu'un complot se joue au cœur de la statue et va mener une rébellion pour la faire tomber. Comme je disais, c'est un film assez sympathique, mais pas spécialement marquant. On ne devine pas un style de réalisation particulier, même si le colosse est particulièrement impressionnant, avec ce mélange de maquettes pour les plans larges et de décors réels pour les pieds et le buste de la statue. Il y a beaucoup de figurants à l'écran, des destructions des décors, c'est vraiment une assez grosse production pour l'époque. Mais ce film serait tombé dans l'oubli si Sergio Leone avait continué dans cette voie-là. Après le succès du film, des portes vont lui être ouvertes pour réaliser de nouveaux péplums, et il va décliner chacune de ses offres. À l'été 63, Sergio découvre un film qui va changer sa vie. Un film japonais, de samouraï, réalisé par Akira Kurosawa. Et c'est maintenant
que l'histoire commence vraiment. Aujourd'hui, on va voir un poncho iconique, un cimetière secret une partie de poker et une danseuse classique. Tous les grands films d'un réalisateur. Bienvenue dans Rien à voir les films. C'est assez étrange, mais post-seconde guerre mondiale, le cinéma allemand va se mettre à produire plusieurs films tournés en Espagne et qui s'inspirent de la conquête de l'Ouest américaine du 19e siècle. Ce qu'on appelle donc des westerns. L'Italie va suivre et en produire une dizaine d'autres, et la plupart de ces films sont des succès en Europe. Là où je dis que c'est bizarre, c'est que le western, c'est un genre qui est quasiment mort au début des années 60. Et pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas grand chose à raconter en fait. Des cow-boys solitaires qui sauvent des femmes qui ont peur, ils se battent contre des indiens, pam pam, boum boum, un train, un saloon, des mecs qui se la pètent. Bon, c'est toujours un peu pareil. L'un des derniers gros westerns produits aux États-Unis, c'est Les 7 mercenaires en 1960. Un énorme succès au box-office mondial qui réunissait toutes les têtes d'affiche du cinéma américain. L'histoire de 7 cow-boys qui se réunissent pour sauver des villageois mexicains contre un envahisseur surarmé. Un film qui a su se démarquer des autres productions principalement par son histoire originale. Sauf que ce scénario est en fait celui des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. Oui, encore lui. Pendant que les États-Unis avaient du mal à se réinventer, les Japonais produisaient plein de shambara, donc des films de samouraïs assez violents. Aujourd'hui, Les 7 samouraïs est reconnu comme étant un des meilleurs films de tous les temps, un énorme succès au Japon à l'époque, mais une sortie un peu plus confidentielle dans le reste du monde. En tout cas, auprès du grand public. Les cinéphiles et les acteurs de l'industrie cinématographique, eux, connaissaient ces films. Dans le cas de Sergio Leone, c'est Yojimbo, le garde du corps en français, qui a attiré son attention. L'histoire d'un samouraï solitaire qui arrive dans un village divisé entre deux clans qui veulent s'emparer du pouvoir. Le samouraï va travailler avec les deux clans et trahir les méchants pour essayer de sauver tout le monde. C'est un anti-héros solitaire qui a son propre code moral et sa propre façon d'agir. En voyant ça, Sergio il pète son crâne, il trouve ça génial et il va refaire tout pareil mais en western et faire pour une poignée de dollars. En soi, c'est une super idée, sauf que la production ne va pas payer les droits d'auteur et en voyant ça, Kurosawa il va leur coller un procès pour plagiat. Voilà. Alors, pour sa défense, Sergio va dire que Kurosawa avait lui aussi copié La Moisson Rouge et Harlequin, mais... C'est du travail que tu veux? Violence et malheur à qui ne sait pas tirer. Vous m'en mettrez 3 de côté. Pas 3, 4. Voici mon frère, Ramon. Je crois que je vous ai déjà parlé de lui quelquefois. Tenez, prenez cet argent. Si quelqu'un l'a caché, incendiez sa maison! Cherchez partout. Remuez-moi tous ces cadavres. C'est beaucoup trop tôt pour dormir. On raconte que tu me cherches. Tu es déjà mort. Il va perdre le procès. Kurosawa a donc remporté l'intégralité des recettes du film au Japon et 15% des recettes mondiales. Ce qui représente beaucoup d'argent en sachant que le film a été un énorme succès. Mais du coup, le film en lui-même, ça donne quoi? On veut savoir. L'histoire, c'est donc un cow-boy solitaire avec son propre sens moral qui débarque dans un village divisé entre deux clans, il va bosser avec les deux, trahir les méchants, on a compris, c'est le même film. Mais pourquoi ça marche? Pourquoi il se différencie autant du reste?
On va vous le dire, mais avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo, ça fait plaisir. Si le déroulé de l'intrigue de Pour une poignée de dollars est le même que Yojimbo, le fond et la forme sont très différents. Déjà, c'est un western évidemment, mais un western très éloigné visuellement du reste. Les personnages sont dégoulinants de sueur, ils sont sales, ils puent, ça se ressent d'autant plus avec les gros plans sur les visages, la nouvelle signature de Leone. Les acteurs ont un jeu subtil basé sur les regards, l'intimidation et la provocation. On retrouve Gian Maria Volonté, un acteur italien habitué à en faire des caisses, que Leone a poussé à éviter le surjeu et qui a pu par la suite faire des drames plus sérieux qu'à son habitude. Dans le film, il incarne Ramon Rojo, un bandit à la tête de son gang qui cherche à récupérer la ville pour la mettre à sa botte. Il a déjà rendu le shérif impuissant et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Dans ce film, on découvre surtout Clint Eastwood dans le rôle principal, celui de Joe, imposant et charismatique dans son poncho vert. Pour ce rôle, Leone voulait Henry Fonda ou James Coburn, mais il coûtait trop cher, alors la production avait refusé. Alors, il s'est rabattu sur Clint Eastwood, qui avait joué dans une série américaine de western. Comme le dit Sergio Leone, Clint Eastwood a 3 expressions. Avec un chapeau, sans le chapeau, et avec un cigare. C'est vrai que dans tout le film, Eastwood a l'air complètement imperturbable, alors que le monde autour semble vouloir sa mort. Il est à la fois serein, méfiant, menaçant, et tout ça en une seule expression et en un seul regard. C'est ce qui donne toute sa superbe à l'affrontement final entre lui et Ramon. Après avoir pris des coups pendant tout le film, il va cacher une plaque de métal sous son poncho en sachant que si Ramon tire dessus, il visera le cœur. Joe apparaît tout petit dans le cadre, dominé par Roro qui lui tire dessus une première fois. On observe alors les réactions de tous les sbires de Ramon, leur confiance mêlée au dédain. Mais bien sûr, Joe se relève après chaque tir, se rapproche de plus en plus, et à chaque fois, la caméra se rapproche de plus en plus du regard de Roro, qui apparaît à chaque fois plus anxieux. À présent, c'est Joe qui a l'avantage, et c'est la bande de Ramon qui deviennent tout petits dans le cadre, et qui se font tirer dessus. D'ailleurs, pour la première fois, on a pu voir ce genre de plan au cinéma. Ça peut vous paraître banal comme plan, mais en 1964, c'était du jamais vu. Aux États-Unis, il y avait un code de censure, le code Hays, qui interdisait de montrer dans un même plan une arme qui tire et la cible qui l'abat. C'était considéré comme de la violence trop explicite et il fallait montrer la scène en 2 plans séparés. Pour en revenir à ce fameux duel entre Ramon et Joe, ils sont à présent à égalité, plus rien ni personne pour les défendre, à part leurs pistolets et leurs réflexes. C'est là qu'on trouve ce qui deviendra la signature de Leone dans tous ses films, les gros plans sur les regards, ils se jaugent, essayent d'anticiper ce que l'autre va faire pour finalement échanger un coup de pistolet. Les yeux écarquillés de Ramon qui porte son regard loin comme s'il était déjà mort, et le regard illisible de Joe qui a gagné d'avance. Sur le fond, on pouvait voir dans Yojimbo un samouraï qui cherchait dans la rivalité un divertissement, un moyen de s'amuser avant de trouver un adversaire à sa hauteur. Ici, Joe, le cow-boy solitaire, a des motivations bien plus floues. On ne sait pas ce qu'il pense ni quel est son raisonnement. Il n'est pas attiré par l'argent ou par la gloire, il aide les personnes en détresse quand il en a envie. Il intervient quand ça lui semble nécessaire et c'est assez intriguant. Il apparaît comme un fantôme et s'en va de la même manière. Cet anti-héros solitaire est un nouvel archétype de personnage qu'on peut retrouver avec Han Solo ou Mad Max dont on a déjà parlé sur la chaîne. Il cherche juste à survivre au jour le jour, ne compte que sur lui-même et sur sa capacité à dégainer plus vite que les autres. Il ne cherche ni la gloire, ni l'amour. D'ailleurs, les femmes sont quasi absentes des premiers westerns de Sergio Leone, qui considérait qu'elles ralentissaient le récit et qu'à l'époque de la conquête de l'Ouest, elles n'existaient quasiment pas, car c'était les hommes qui faisaient la loi. Ainsi, quand l'une des seules femmes du film apparaît, c'est pour faire avancer le récit et non pas pour créer une sous-intrigue amoureuse qui ne ferait pas avancer l'intrigue. Ce point de vue qu'a Sergio Leone sera amené à évoluer dans les prochains films. Pour une poignée de dollars, c'est un film irrévérencieux avec un duo d'acteurs ultra charismatiques et une patine unique. Mais ça reste pour certains une copie d'un autre film. Alors bon, il est temps pour Sergio Leone de transformer l'essai et de montrer qu'il est aussi capable de mettre en scène des histoires originales. Après le succès de Pour une poignée de dollars, pour Sergio Leone, l'évidence était de faire à nouveau un western avec un scénario 100% original, mais en gardant Clint Eastwood, son poncho vert et Gian Maria Volonté. Par contre, cette fois-ci, pour éviter tout problème de droit d'auteur avec l'ancienne boîte de production, il va renommer Joe en Mango, et on est reparti. Dans ce nouveau récit, il ne s'agit plus de suivre des cow-boys hors la loi qui sauvent la veuve et l'orphelin, mais des chasseurs de primes à la morale ambiguë qui ont à nouveau leur propre code moral. Il ne s'agit plus de faire ce qu'on juge être bien, mais de faire ce qui nous paye bien, et en l'occurrence poursuivre des bandits et les traîner devant la justice, morts ou vifs, enfin surtout morts. Le colonel Mortimer est un chasseur de primes expérimenté. Alors qu'il suit une piste le menant à Indio, un des plus grands malfrats de l'Ouest, il croise la route de Mango, un chasseur de primes, lui aussi à la recherche d'Indio. Après un duel
Amical, les deux vont s'associer et infiltrer la bande d'Indio pour le prendre en traître et le tuer avant de se partager la prime. Ils vont ainsi l'assister dans le braquage de la banque d'El Paso avant de révéler leurs réelles ambitions et la vendetta personnelle que mène le colonel depuis le début. Pour incarner Mortimer, Sergio Leone avait besoin d'une sacrée gueule qui puisse tenir tête à Eastwood. Il pense alors à Lee Van Cleef qui avait joué des petits rôles marquants dans plusieurs westerns américains. À ce moment-là, Van Cleef se remettait d'un accident de voiture, avait arrêté de tourner des films et souhaitait se reconvertir dans la peinture. Et après une visite surprise de Leone, il a arrêté de peindre. Sa façon de vivre à cette période entrait en résonance avec celle de son personnage dans le film. Un homme brisé qui tente de garder la face et qui cherche à retrouver une raison de vivre. Mais c'est Mango le personnage principal, c'est principalement lui qu'on suit, et c'est souvent à travers ses yeux qu'on suit les événements du film. Durant son séjour à El Paso, et alors qu'il traque Indio, il croise la route de Mortimer qui pourchasse la même cible. Il y a un conflit d'intérêts, et l'affrontement semble inévitable. Depuis le début, les deux sont iconisés, filmés avec des gros plans, avec un regard qui porte loin, puissant, courageux, intrépide, provocateur. Ils s'observent, se mesurent de loin puis de plus près. Ils cherchent à faire craquer l'autre plutôt qu'à le tuer. Ils n'ont pas de raison de s'entretuer. Ils veulent surtout prendre l'ascendant mentalement sur l'autre. Avec le recul, j'y trouve parfois un côté un peu ridicule. Notamment dans cet affrontement non-verbal entre Manco et Mortimer quand ils se marchent sur les pieds et se tirent dans les chapeaux pour essayer de déterminer qui a la plus grosse. Une forme de virilité un peu fragile, pourrait-on dire. D'un autre côté, on peut voir ça comme des jeux pour enfants. Et comme le dit l'un des gamins... Ils font comme nous, regarde. Pour Sergio Leone, ce genre de duel, c'est revenir à ce que les westerns inspirent chez les enfants. Des jeux où on se tire dessus avec des bâtons pour jouer les cow-boys. Aucun d'entre eux ne remporte ce duel, et le respect s'installe entre eux. Ils vont s'associer pour piéger Indio et se partager la prime. Gian Maria Volonté incarne cet antagoniste. Indio, c'est un personnage très différent de Rojo dans le premier film. Il est également à la tête d'un gang, mais ses volontés sont moins nobles que de vouloir diriger un village. Il cherche la gloire, l'argent, l'admiration de ceux qui l'entourent. Il est charismatique, mais aussi cruel, et il n'hésite pas à se montrer violent envers ceux qu'il juge être faibles, que ce soit dans son propre gang ou avec ses adversaires. Gian Maria Volonté déploie un jeu beaucoup plus excentrique que dans Pour une poignée de dollars, plus raccord avec le personnage. On sent que ça a été construit avec Sergio Leone pour continuer de se renouveler et pas juste refaire comme avant. Les trois récits de ces trois personnages vont se croiser à plusieurs reprises. Manco a beau être le personnage principal, l'histoire est davantage celle de Mortimer. Manco n'est que de passage. Il devient un allié pour accomplir sa quête, car c'est ce dont il s'agit depuis le début. Au fil du film, on découvre des flashbacks de plus en plus longs, avec une douce mélodie en fond, qui nous dévoile, à la fin, le secret que cache Mortimer. Et tout ça amène à ce duel à mort final, dont Manco est l'arbitre. Et cette petite mélodie, qui est jouée dans tout le film, devient un outil de suspense insoutenable. Et pour quelques dollars de plus, est un film beaucoup plus maîtrisé que Pour une poignée de dollars, que ce soit en termes de rythme, de narration ou d'écriture de personnages. Les enjeux sont mieux établis, les morales sont troubles, mais sans faille, et le film se permet d'instaurer des ambiances sur le temps long, en jouant davantage sur les silences. On sent qu'avec ce film, Sergio Leone commence vraiment à s'approprier le genre du western et à lui donner une vraie identité propre, sale en l'occurrence, avec la misère et la crasse de chaque personnage. Il représente un ouest multiethnique où se fréquentent tout type de personnes et où se mélangent toutes les classes sociales. Mortimer apparaissant comme quelqu'un de plutôt aisé, alors que Manco essaie juste de faire sa vie au jour le jour. L'affrontement final qui se situe dans un espace circulaire et les flashbacks qui nous donnent les vrais enjeux d'un personnage sont aussi des marques de fabrique qu'on retrouvera dans les prochains films. Même si ce film apparaît comme une suite du premier avec le casting et les costumes, il réussit pourtant à avoir son identité propre, son propre récit, ses propres codes visuels. D'ailleurs, Leone brouille volontairement les pistes pour essayer de comprendre s'il y a une vraie continuité entre ces films. Mais en fait, ça n'a pas vraiment d'importance. Les Américains de la United Artists, ayant acheté les droits des deux premiers films, en produisent maintenant un troisième. Joe, devenu Manco dans ce second film, est à présent Blondin pour conclure cette trilogie en beauté. Un récit épique sur un fond de guerre de sécession, avec trois canailles qui cherchent un trésor derrière les lignes ennemies, le tout ayant pour titre Il buono, il bruto, il cattivo, le bon la brute et le truand. Ce troisième film est axé une nouvelle fois autour de trois personnages au caractère très marqué. On retrouve comme toujours Clint Eastwood dans le rôle de Blondin qui continue de vivre au jour le jour. Pour la deuxième fois, Lee Van Cleef est devant la caméra mais dans un rôle diamétralement opposé par rapport au précédent film. Cette fois-ci, il joue un personnage sadique qui use de la violence et de coups en traître pour arriver à ses fins. Enfin,
Eli Wallach vient succéder à Gian Maria Volonté pour compléter le trio et incarner Tuco, un bandit coupable de tous les crimes sans foi ni loi, qui cherche juste à s'amuser et profiter de la vie, peu importe le sort de ceux qui croisent sa route. En pleine guerre de sécession, Blondin et Tuco, le bon et la brute, jouent de magouille pour gagner leur vie. Mais le Blondin décide soudainement de mettre fin à leur affaire et Tuco en représailles va le traîner dans le désert aride sans eau et sans nourriture. En chemin, ils vont tomber sur la voiture d'un noble mourant qui connaît l'emplacement d'un trésor. Tuco apprend qu'il est au cimetière de Sad Hill, derrière les lignes ennemies, mais seul Blondin a eu la possibilité de connaître la tombe sous laquelle se cache le trésor. Le problème, c'est que Sentenza, le truand, recherche aussi ce trésor et dispose de plus de moyens qu'eux pour le trouver. Après moult péripéties, les 3 protagonistes vont se retrouver au cimetière avec dans l'idée que seul l'un d'entre eux pourra repartir avec les précieuses pièces d'or. C'est pour moi le meilleur film de toute la carrière de Sergio Leone. Ouais, c'est original. Les personnages sont excellents et parfaitement incarnés par ce trio d'acteurs sublimes. Les décors sont immenses et prennent vie pour accueillir les séquences d'action en leur sein. On sent que voilà, c'est une production américaine qui a mis un bon gros billet. La période de la guerre de sécession ajoute un vrai plus historique, on a vraiment l'impression plus que jamais d'être immergé dans une époque historiquement crédible. En tout cas, plus que dans une reconstitution vague. Et enfin, à partir de l'entrée dans le cimetière, le film décide d'être un chef-d'œuvre sublimé par la musique d'Ennio Morricone. Il faut bien qu'on en parle à un moment donné, de cet éléphant au milieu de la pièce qui est Ennio Morricone, tellement sa musique a participé en grande partie à définir le cinéma de Sergio Leone. Il a composé chaque musique de chacun de ses films, à l'exception bien sûr du Colosse de Rhodes. Dans les films de Leone, les personnages sont peu bavards. Ils s'expriment avec leurs regards, leurs actions, mais aussi avec la musique qui est jouée par-dessus. En tout cas, c'est comme ça que Leone le concevait. Les compositions de Morricone sont souvent épurées, avec 1 ou 2 thèmes par film, rarement plus. Dans Le Bon, la Brute et le Truand, on a effectivement 2 thèmes principaux. Celui des bandits, qui est joué à chacune de leurs apparitions, qui leur ajoute de l'envergure, de la prestance et qui procure un soupçon d'inquiétude. Et on a le thème de la recherche de l'or qui vient nous fracasser les tympans dans le cimetière de Sad Hill, un vrai appel à l'aventure, une frénésie organique qui habite cette scène au moment du duel final. C'est juste sublime la manière dont elle part dans une cacophonie avec tout plein d'instruments tout en gardant la même ligne directrice. C'est fou de se dire que cette association aurait pu ne jamais voir le jour. Ces films n'auraient absolument pas été les mêmes, ils n'auraient peut-être même pas eu autant de succès. En fait, pendant la conception de Pour une poignée de dollars, la production a imposé Ennio Morricone qui avait travaillé sur un autre western juste avant. Sergio le connaissait puisqu'ils avaient été à l'école ensemble et s'étaient perdus de vue par la suite. Mais il n'était pas du tout emballé à l'idée de travailler avec lui, et il le trouvait très quelconque. Finalement, Ennio Morricone lui a donné tort, et heureusement. Mais si Le Bon, la Brute et le Truand n'avaient qu'une bonne musique, il ne serait jamais devenu un classique absolu du cinéma. Cette fois-ci, Sergio Leone a vu les choses en grand, à tous les niveaux. Déjà, avec sa durée de 3 heures, ce 3e film devient le plus long qu'il ait jamais réalisé. Sa durée permet de dilater le temps et de nous immerger plus en profondeur dans son ambiance. La traversée du désert, le camp de travail et le duel final, tous ces moments auraient pu être raccourcis pour donner un rythme efficace au film, pour en faire un film d'action, mais c'est un film de Sergio Leone, donc c'est un film qui prend son temps, comme il avait fait avec Et pour quelques dollars de plus, dont il reprend aussi l'idée de l'arène circulaire, mais cette fois-ci beaucoup plus large, avec 3 duellistes qui vont être filmés selon toutes les valeurs de plan possibles. On commence par le plan large, puis taille américain, etc., jusqu'au Leone, et même au Super Leone. Plus que les yeux dans le cadre. Ils s'observent, se jaugent, ils passent par 1000 sentiments, de la méfiance pour Sentenza, de la peur pour Tuco, et un sentiment toujours aussi illisible pour Blondin, ressemblant à de l'assurance. La tension règne chez eux, comme chez nous, le tout sur la musique endiablée d'Ennio Morricone avant que les coups de feu ne viennent créer un silence pesant. Une scène qui, dans la diégèse du film, n'a peut-être duré que quelques dizaines de secondes et a été transformée à l'écran en plusieurs minutes. Leone dilate le temps, il joue avec lui et c'est une de ses nouvelles signatures qu'il gardera pour ses prochains films. Il joue aussi avec l'espace. L'Ouest américain a beau être infiniment vaste, dans ce film il peut parfois l'être, comme quand Tuco traîne Blondin dans le désert alors qu'il est assoiffé et en train de brûler au soleil. Mais parfois, il est aussi raccourci. Avec l'aide du montage, il peut raccorder des nouveaux lieux entre eux, supposément espacés de plusieurs kilomètres en une sortie de champ. Par exemple, ici, ils viennent de fuir la prison et d'un seul coup, là, ils sont à côté du champ de bataille qui est derrière le buisson. Après ça, ils traversent le fleuve, Tuco s'enfuit et dès qu'ils franchissent ce bord du cadre, il est au cimetière. Ce n'est pas un hasard, à chaque fois ça sert la narration et le rythme du récit. Un récit d'envergure par sa longueur, ses comédiens, son histoire, mais aussi par ses décors. Prendre la guerre de sécession comme terrain de jeu, ce n'est pas une mince affaire, surtout quand on sait que c'est une période de l'histoire qui est assez méconnue, mal documentée, et où l'histoire a surtout été écrite par ceux qui l'ont gagnée.
Leone étant passionné d'histoire, il a voulu représenter cette période américaine du mieux possible. Pas le plus fidèlement possible, mais le mieux possible. D'une manière à susciter des associations entre des images et des sentiments dans l'imaginaire du spectateur. Par exemple, en filmant des tranchées de 14-18 ou des camps de travail proches de ceux de 39-45 dans leur organisation. On comprend ainsi que les nordistes sont en train de gagner la guerre et les sudistes sont traités comme des adversaires à abattre. Mais tout ça, c'est une toile de fond sur laquelle l'histoire de nos personnages s'écrit. Ils n'y prennent pas directement part, mais s'en servent pour avancer. J'aime particulièrement la scène où Blondin et Tuco sont dans la base de l'Union qui protège le pont et où ils vont échanger avec le commandant alcoolique qui est au bout du rouleau. Leur but est de faire cesser cette bataille pour traverser la rivière, et pour ce faire, ils vont devoir faire exploser le pont. La scène est d'autant plus spectaculaire quand on sait que lors du tournage, ils ont dû reconstruire le pont après la première explosion, car les caméras ne tournaient pas. Un problème de coordination entre Leone et les artificiers, ça arrive. Ce film est une synthèse du travail de Leone sur ses premiers films, avec une envergure démesurée. Chaque scène est unique, et même un personnage détestable comme Tuco devient attachant dès lors qu'il retrouve son frère dans le refuge pour blessés de guerre. Une conclusion parfaite pour cette première partie de la filmographie de Sergio Leone. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Après avoir mené un début de carrière en tant qu'assistant réalisateur, Sergio Leone a su apporter un nouveau souffle à un genre cinématographique en décrépitude. Si bien qu'aujourd'hui, quand on pense au genre du western, on pense forcément à Sergio Leone. Et que quand on parle de western produit par les Italiens, on parle de western spaghetti. Bon, c'est un terme un peu stupide inventé par les Américains pour dire que c'est pas américain. C'est comme si on disait que Ben-Hur c'était un peplum burger. Mais ça montre aussi à quel point ces films se sont démarqués du reste. Pour une poignée de dollars, et pour quelques dollars de plus, et Le Bon, la Brute et Le Truand, en plus d'être devenus des classiques du cinéma, sont aujourd'hui regroupés sous l'appellation trilogie du dollar. On peut y voir une trouvaille marketing pour la vendre au public en pack, ou comme une volonté de connecter les films à tout prix en essayant d'y trouver une forme de chronologie. Mais cette trilogie est surtout thématique. Leone y aborde des thèmes comme la solitude, l'entraide et la volonté de survivre, tout en questionnant sans cesse la morale de ses personnages en les mettant face à des choix compliqués. À présent, il a fait le tour de la question. Il a trouvé sa patte, et peut à présent passer à autre chose. Apparemment, le scénariste du Bon, la Brute et le Truand avait prévu d'écrire une suite qui ne verra jamais le jour. Cependant, Leone en a peut-être fini avec la trilogie du dollar, mais pas avec le western. Ramon Rojo. Ramon Rojo. Ramon Rojo. Ramon Rojo. Raymond le Rouge. Vraiment. C'est vraiment comme le rouge, putain. Il a plagié, tiens, Tintin en plus, putain. Sergio Leone.